monde est là. On va commencer par le docteur Klaus Dieterich. Et donc, pareil, même, ouais, je crois que c'était à peu près comme ça dans la, dans la prépa. On va, pareil, même système, 5 minutes pour tout le monde. Et puis ensuite, on ouvre les questions. N'hésitez pas, c'est un vaste sujet. Il est essentiellement sur 2 points, mais plusieurs autres points en termes d'innovation. Il y a les thérapies innovantes forcément, il y a les données, mais on va voir qu'il y a peut-être aussi d'autres points d'innovation assez intéressants. Oui, donc je me représente, Klaus Dieterich, généticien clinicien au CHU de Grenoble. Donc moi j'interviens essentiellement sur les... donc j'interviens essentiellement sur 2 filières, même si, ouais, essentiellement sur 2, Finémus et Andirare. Donc maladie neuromusculaire, je suis coordonnateur effectivement de centre de référence ici, et j'interviens aussi sur le centre de référence Animal Développement du Chuga. Donc là, ma place est plutôt en tant que, pas en tant que coordonnateur, mais plutôt en tant que praticien, chercheur et chercheur clinicien. Et effectivement, ce qu'on avait discuté sur cette innovation dans la recherche dans les maladies rares, pour moi, il y a effectivement, nous, on a des besoins particuliers qui ne relèvent pas des idées de projets de recherche, parce que des idées sur les pathologies rares qu'on rencontre, on en a. Ça, on en a même parfois beaucoup, mais parfois trop, et on ne sait plus tout traiter. Mais c'est plutôt dans l'accompagnement, justement, de la réalisation et la mise en pratique, en fait, des projets qu'on a envie de mener. Et comme on l'a vu, alors ça rejoint un petit peu la transition avec la table ronde d'avant, hein, pour identifier les personnes, en fait, les patients, parce que justement, comme on est dans les maladies rares, en fait, les maladies, souvent, notamment en génétique, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10. Parfois, on ne sait pas exactement combien de personnes atteintes avec telle mutation dans tel gène au niveau régional, au niveau national. Hein, donc, on a besoin, nous, si on veut mener des études de certaines ambitions et d'une certaine ampleur, hein, d'inclure quand même un maximum de patients. Et c'est vrai que même si, alors on discutera certainement tout à l'heure aussi, hein, il y a des bases de données qu'on remplit, hein, maladies rares, BNDMR, mais nous on aura besoin justement d'identifier les personnes avec le bon diagnostic génétique, avec les phénotypes, parce qu'ils peuvent être variables selon le type de mutation, etc. Donc c'est des éléments relativement basiques, mais qui parfois effectivement font encore défaut. On ne sait pas qui a des patients, on ne sait pas qui a une mutation en perte de fonction, qui a une mutation gain de fonction. Et donc, on est quand même, encore aujourd'hui régulièrement obligé, quelque part, en fait, de faire le tour des collègues pour savoir est-ce que, en toute sorte, est-ce que tu as un patient avec telle mutation, est-ce que tu as une personne, etc. Donc là, je pense qu'il y a effectivement des progrès à faire pour identifier les personnes qu'on pourrait inclure dans la recherche clinique ou les essais thérapeutiques. L'autre élément, c'est plutôt la méthodologie. Et j'avoue que pour avoir toujours été au CHU de Grenoble, j'ai vu un peu les tournants parce qu'il y a un accompagnement qui s'est mis en place parce on est soutenu, très franchement, parce que quand j'ai commencé interne, c'était moins le cas. Donc ça, c'est en place en termes de administratif, même s'il y a des progrès aussi à faire, parce que c'est vrai que tout prend un temps assez considérable. Et il y a un accompagnement méthodologique. Et c'est vrai que je pense qu'un des points clés dans la recherche de maladies rares, c'est que on a peu de personnes, donc les méthodologies classiques habituelles, elles ont du mal à marcher. On ne peut pas, sur 10 personnes, faire un groupe témoin, un groupe exposé, par exemple. Donc, il faut randomiser. Mais en fait, si on épuise, par exemple, le pool de 10 personnes, on veut faire une étude un peu plus méthodologiquement, peut-être un peu plus rigoureuse. Les personnes qu'on a déjà inclus, ils sont déjà
ils sont déjà passés par là. Donc voilà, ça c'est des éléments un peu clés pour nous, enfin pour moi en tout cas en tant que chercheur, où on pourrait, je pense, voilà, faire des progrès et de l'innovation, sans parler voilà, d'autres aspects, les aspects thérapeutiques, etc. Mais ça, là, il faut avoir vraiment des très très bonnes idées pour appuyer là exactement. Eh ben, on va peut-être passer la main à Samira justement pour parler de ces innovations technologiques. Merci Ségolène. Bonjour à tous, je m'appelle Samira Plassa. Je suis chef de projet dans un centre de référence maladies rares pour les rhumatismes inflammatoires, maladies auto-immunes systémiques de l'enfant et intercommunopathie. Et je suis également chef de projet au sein du CIC à Lyon. Aujourd'hui, donc moi, je vais vous parler des enjeux des MTI dans les maladies rares et je vais aborder 2 points, les attendus et les défis. Donc, avant de rentrer à proprement parler dans ces enjeux, je voulais brièvement rappeler la définition des médicaments thérapie innovante. Je ne sais pas si tout le monde est familier, mais ça va être rapide. Donc, les médicaments de thérapie innovante, ce sont des médicaments qui reposent sur l'utilisation des composants du vivant, contrairement à des médicaments classiques qui vont être basés sur des substances d'origine biologique ou chimique. Là, on va utiliser des composants du vivant, c'est-à-dire des cellules, des tissus ou des acides nucléiques. Ces médicaments sont en fait regroupent 3 grandes familles, les médicaments de thérapie génique, les médicaments de thérapie cellulaire et d'ingénierie cellulaire. Donc les médicaments de thérapie innovante sont très adaptés pour la médecine personnalisée adaptés en tout cas pour les maladies rares. Ils vont permettre de cibler les causes moléculaires en fait à l'origine de la maladie et pas simplement venir soigner par exemple des symptômes. Et ils sont en fait le fruit de la collaboration étroite de la recherche et du soin et donc montrent un intérêt majeur dans les maladies rares. Alors aujourd'hui, quels sont les attendus en fait de cette nouvelle catégorie de médicaments donc qui se développe de plus en plus? Eh bien, en tout cas dans les maladies rares, l'attente c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont non couverts dans les maladies rares, que ce soit parce que dans certaines maladies, on a des médicaments qui sont pas efficaces ou alors qui sont complètement inexistants et qui n'existent pas aujourd'hui dans ce qui est sur le marché ou dans la pharmacopée. On attend aussi de ces MTI donc des effets thérapeutiques potentiellement transformants et qui peuvent guérir vraiment les patients. Il existe quelques exemples, typiquement par exemple dans l'amyotrophie spinale infantile. Donc, il y a un médicament de thérapie génique qui s'appelle le Zolgensma et qui aujourd'hui permet à des enfants donc de grandir alors que leur espérance de vie était vraiment très limitée. Et donc, ça, c'est une innovation thérapeutique. C'est notamment le cas également pour les thérapies par CAR-T-cell, où on a vu aujourd'hui, depuis presque 5 ans, une indication dans les maladies auto-immunes avec des résultats vraiment spectaculaires et qui permettent à des patients d'être guéris de leur maladie alors qu'ils étaient en impasse thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment important et du coup, ça suscite l'espoir de guérir d'autres maladies rares. Et puis aussi, ces exemples vont nous permettre de pouvoir faire une coordination, enfin en tout cas une meilleure coordination peut-être et structuration des équipes de recherche et cliniques, de travailler de concert pour faciliter l'accès à ces médicaments et probablement qu'ils vont pouvoir complètement redéfinir des parcours de soins qui étaient lourds et du coup faciliter ou guérir ces patients. Alors, je voulais illustrer en fait un peu ces attendus par un exemple de projet avec un traitement par CAR-T-cell. Donc, c'est le projet CARES. Ce projet est porté par le professeur Alexandre Belot, donc qui est le responsable du CRMR RAISE, pour lequel nous avons obtenu un financement l'année dernière au PHRCN. Et donc, ce traitement vise à traiter des adolescents qui sont atteints d'un lupus systémique donc sévère et qui ne répondent pas au traitement qui existe actuellement, dont on dispose. Et l'objectif, c'est de les traiter par CAR-T-cell. Donc, on va prendre les lymphocytes T de ces patients, on va faire une modification génétique ex vivo, et puis on va les réinjecter à nouveau aux patients pour aller cibler les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes B autoréactifs et qui sont un acteur clé dans la physiopathologie du lupus.
L'objectif, c'est la rémission à long terme ou la guérison, comme ça a pu être montré en Allemagne notamment, où il y a eu des séries de cas qui ont été rapportés où des patients n'ont plus de traitement. Je voulais présenter également ce projet parce que une des originalités, en tout cas, c'est l'utilisation de carticelles académiques. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas utiliser des carticelles qui sont fabriquées par des industriels, mais ce sont des carticelles qui vont être fabriquées sur une plateforme, la plateforme Artemis, qui est une plateforme de thérapie cellulaire et maintenant génique, qui est soutenue par les HCL. Et l'idée, c'est pouvoir à terme produire des médicaments de thérapie innovantes dans des indications de niche qui ne sont pas couvertes par les laboratoires. Donc, bien que du coup les MTI suscitent vraiment beaucoup d'espoir pour guérir et soigner les patients, il y a quand même quelques défis qui sont à relever, et notamment les défis de production et de logistique qui sont quand même complexes. Je vous l'avais évoqué. Donc pour aujourd'hui, la quasi-totalité des médicaments de thérapie innovante, pour pas dire tous, sont produits par des laboratoires pharmaceutiques. Donc ceux-ci choisissent un peu en fait finalement leur indication et vers quoi ils veulent aller, et il existe des indications de niche, des besoins qui sont non couverts et qui n'ont pas d'autres possibilités, et donc on se retrouve un peu coincé. Donc ça, ce sont des défis qu'il faut relever et qui peuvent être répondus par le développement par exemple de plateformes de production de MTI académique par exemple, et puis la complexité logistique. Donc aujourd'hui par exemple, je reprends l'exemple des carticelles. Donc les carticelles qui sont fabriquées par les industriels, aujourd'hui dans les essais cliniques ou dans le cadre du soin, les lymphocytes T donc sont envoyés à l'étranger pour être modifiés génétiquement et revenir en France. Donc ils partent soit aux Pays-Bas, soit aux États-Unis, après ils reviennent. Donc en fait, il y a un temps long aussi pendant lequel le patient risque de rechuter. Enfin voilà, il y a des prises en charge, donc c'est un peu long. Donc il y a des défis, et donc l'existence de plateformes sur le territoire national pourrait diminuer aussi cette complexité logistique, et puis également la temporalité d'accès. Les défis sont aussi le parcours patient, qui est lié également à la complexité réglementaire. Donc à nouveau, je cite les carticelles parce que c'est ce qu'on connaît un peu le plus, en tout cas pour nous au centre de référence. Aujourd'hui, les carticelles ont une indication, en tout cas dans l'AMM, en oncohématologie, et donc le parcours de soins et la réglementation décrit bien le périmètre d'utilisation de ces carticelles dans le cadre de ces indications-là. Depuis 2-3 ans, des essais cliniques se développent dans d'autres indications, notamment dans les maladies auto-immunes, et ce n'est pas du tout le même parcours de soins. Donc aujourd'hui, il faut travailler avec les différents partenaires pour pouvoir un peu revoir si ce parcours de soins doit être figé tel quel ou s'il peut s'adapter aussi à la prise en charge de la maladie d'origine avant le traitement par carticelle. Donc ça, on travaille, c'est une des missions, c'est une des points que l'on travaille avec différents partenaires. Donc ça va être des discussions au sein de CLIO, mais je voulais en parler juste après, on en a parlé déjà un peu ce matin, avec le CIC, avec l'ARS, et même avec la PEMR, et puis voilà. Donc il y a des défis, mais on a quand même possibilité de mobiliser des leviers pour pouvoir répondre à ces défis. Donc c'est un des principaux, c'est la structuration des réseaux de recherche. Donc ce matin on a parlé de Clio, donc c'est un réseau de CIC qui vise à accélérer et développer la recherche pour les MTI. Et donc du coup un des objectifs c'est de l'harmonisation un peu de tout ça, et puis d'aider sur la complexité des parcours, la structuration des réseaux, donc les liens avec les PEMR, des réseaux d'experts, et éventuellement des fédérations hospitalo-universitaires. Donc par exemple, le professeur Belot est porteur d'un projet de FHU en immunologie dont l'objectif c'est l'immunomonitoring et le développement, en fait l'immunomonitoring personnalisé avec le développement de plateformes de thérapie innovantes. L'idée c'est que ce soit un réseau sur la région Aura où avec les différents CHU, on puisse mettre tous en commun les protocoles d'immunomonitoring, les possibilités et les différentes options de thérapie innovante pour faciliter l'accès de ces traitements-là aux patients.
Donc les autres leviers sont aussi l'harmonisation des parcours et des pratiques, des parcours patients, pardon, mais ça je l'ai abordé précédemment. Et puis aussi anticiper les enjeux dès les phases précoces, parce que lorsqu'on met en point, enfin, lorsque l'on démarre des essais cliniques, donc les patients sont dans des essais cliniques, le nombre de places est souvent limité, donc tous les patients ne peuvent pas forcément bénéficier. Mais entre le moment où il y a les essais cliniques en cours et où lorsque les résultats sont positifs et que l'AMM est obtenu, puis la mise à disposition du médicament pour ces patients qui le parcours est vraiment long et ne peuvent pas attendre quelquefois plusieurs années, eh bien travailler de concert aussi avec peut-être justement la HS, professeur Koch là vous en direz quelques mots, mais faciliter dès le départ en fait la communication pour faciliter un accès précoce à ces thérapies, d'autant plus si elles sont issues de plateformes académiques. Et puis aussi favoriser l'articulation entre la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Et enfin, bon ça je l'ai déjà dit aussi, c'est le développement des plateformes académiques de production des MTI pour une certaine souveraineté et puis du coup couvrir vraiment les besoins non couverts. Merci. Merci Samira. On va enchaîner comme ça par Victor Anotio sur Framara. Merci déjà. Sujet. Oui, et je pense que j'aurai bien toutes vos questions. Pas mal d'éléments de réponse aussi pour le docteur Dieterich. Alors donc déjà donc merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Donc France Maladies Rares, c'est une application web et mobile à destination des patients atteints de maladies rares qui est développée au sein de la BNDMR, de la Banque nationale données maladies rares. Donc c'est l'action 6.3 du plan national maladies rares 4. Et c'est une application qui a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'alléger la charge mentale liée à la gestion quotidienne de la pathologie donc pour les utilisateurs, donc les patients et les aidants de personnes touchées par une maladie rare, notamment pour aider à la coordination du parcours de soins et la coordination ville-hôpital. Enfin, c'est un autre sujet, mais je serais ravi aussi d'en parler si des personnes sont intéressées. Deuxième point, c'est de permettre l'implication des patients dans la recherche et par l'alimentation de différentes bases de données. J'insisterai un peu plus sur ce sujet juste après. Et enfin, de servir de guichet unique vers les acteurs et les ressources de l'écosystème maladie rare, qui paraît souvent comme un millefeuille. Et justement, pour quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué maladie rare, c'est compliqué de s'y retrouver. C'est justement de pouvoir renvoyer vers les bonnes ressources. Alors donc, ce projet a commencé donc en 2025 avec le PNMR 4. Et on essaye de faire ce projet en co-conception, donc en co-conception avec les futurs utilisateurs et également avec l'écosystème maladie rare déjà établi. Pour cela, l'année dernière, en fait, on a d'abord fait une centaine d'entretiens avec des patients, des aidants, des professionnels de santé, qui nous a permis d'aboutir à des fonctionnalités potentielles. Et on a fait une consultation publique, et je remercie celles et ceux d'entre vous qui ont participé à celle-là. Et voilà, ce qui nous a permis de développer le cahier des charges de cette application qu'on est en train de développer cette année. Donc l'application, la première version sera disponible à la fin 2026, début 2027. Et voilà, donc on a une première version. L'objectif aussi, c'est que cette application s'intègre de façon pérenne dans l'écosystème maladie rare. Et donc pour cela, il y aura des versions ultérieures, on fera de la maintenance, de l'amélioration continue. Donc on a dit qu'on a fait de la co-conception avec les futurs utilisateurs, donc avec ces entretiens. Également, on a des groupes de travail. Donc si certains d'entre vous, encore une fois, sont intéressés pour participer à cela, vraiment avec grand plaisir, contactez-moi. Enfin, venez me voir après, je vous donnerai mon email. Le but, c'est vraiment de faire une application qui soit utile aux futurs utilisateurs. Et en même temps, on ne veut pas faire quelque chose qui reprend l'existant. Et c'est pour ça, on veut s'articuler avec ce qui existe. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec les filières, avec les plateformes maladies rares. Également avec Orphanet, avec Maladies Rares Info Service, l'Institut Imagine. Aussi, on travaille avec des projets de recherche dans les maladies rares. Donc, on est aussi en contact avec Compare, les projets radicaux, Cohort Genida. Voilà, on ne veut pas refaire ce qui a déjà été fait, on ne veut pas rajouter une feuille à ce millefeuille. Et voilà, donc c'est vraiment notre objectif. Maintenant, pour insister un peu plus sur l'implication dans la recherche, donc cette innovation au service de la recherche. Tout d'abord, aider pour le recrutement de patients. En fait, dans cette application France Maladies Rares, donc les personnes qui l'utiliseront auront validé leur identité, auront donc on sera relié à la BNDMR. Donc en fait, on aura
on aura le diagnostic des personnes, pour les personnes qui se font suivre dans les centres de compétences et de référence, qui ont un diagnostic posé par des médecins. On aura ces personnes et en fait, on va permettre aux acteurs de l'écosystème, donc chercheurs, cliniciens, associations, acteurs institutionnels, en fait, de proposer, de pousser des questionnaires dans l'application pour que les personnes concernées puissent recevoir directement les questionnaires, mais également de proposer de recruter directement pour des études. En fait, que les personnes qui répondent aux bons critères d'inclusion, donc que ce soit déjà les différents codes ORFA, mais aussi d'autres critères d'inclusion, comme ça peut être l'âge, ça peut être des signes cliniques, en fait, de recevoir des notifications pour se dire est-ce que vous voulez participer à cela. Quand on a dit recrutement, répondre aussi directement aux questionnaires de recherche. Et dernier point, en fait, on veut participer aussi à alléger à tout ce qui est la lourdeur administrative, donc permettre directement via l'application de gérer les consentements pour l'utilisation des données, la réutilisation des données. Pardon, je peux également citer les registres européens, voilà, pour que les données puissent y aller directement et éviter pour les patients de devoir revenir à chaque fois dans les centres pour signer les nouveaux consentements. Ensuite, il y a quand même des sujets parce qu'il y a d'autres bases de données qui existent. Donc, dans la recherche, il faut aussi s'interopérer avec ce qui existe, et aussi il faut attirer en fait les futurs utilisateurs dans l'application pour que justement les personnes qui soient recrutées, il faut qu'il y ait des personnes qui utilisent l'application. Et donc ça, il faut aussi développer des fonctionnalités qui soient attractives. Ça, c'était plus les fonctionnalités pour alléger notamment la charge mentale liée à la gestion quotidienne de la pathologie. Merci beaucoup. On continue avec Camille Duqui, directrice de la recherche clinique et de l'innovation. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Camille Duqui, je suis pharmacien de formation et finalement, je n'ai jamais rien fait d'autre que des essais cliniques depuis le début de ma carrière, et aujourd'hui, je suis directrice de la recherche et de l'innovation pour le CHU. Je vous remercie de cette invitation. On m'a demandé de m'exprimer sur ma vision de l'innovation en introduction de cette table ronde. Finalement, il y a eu les deux exemples pour moi assez diamétralement opposés entre l'innovation qui serait vraiment une technologie spectaculaire. Donc là, on rejoint plutôt l'exemple des MTI, et ça, tout le monde comprend que c'est quelque chose d'innovant qui arrive dans la routine clinique et dans la prise en charge des patients. Mais il y a aussi de l'innovation qui est un peu moins perceptible, qui va juste contribuer à l'amélioration du parcours de soins du patient, son diagnostic, sa prévention, son traitement. Et là, on peut mettre à l'autre chaîne peut-être un petit peu tout ce qui est des applications qui sont vraiment innovantes, qui vont permettre de mettre les gens en relation et de les faire intégrer dans les bases de données maladies rares dans le cas présent là. L'innovation telle qu'on peut la concevoir dans un CHU dans les maladies rares, c'est vraiment de la collaboration aussi avec tous nos partenaires académiques, parce que on n'a pas, et c'est pas comme c'est le cas en Espagne par exemple, où ils ont beaucoup de plateformes de fabrication de MTI et que ça a été comme ça impulsé de longue date par l'État espagnol. C'est pas le cas en France, donc on n'est pas bien pourvu de plateformes institutionnelles de fabrication de médicaments MTI. Donc nous, on doit beaucoup travailler avec nos partenaires académiques, avec les laboratoires, avec les startups pour essayer de faire venir l'innovation dans nos établissements et pas seulement avec nos partenaires industriels. Il y a vraiment deux volets complètement différents. Donc ça, je pense que c'est très important et on s'organise dans les différents sites santé, notamment si je prends le cas de Grenoble, du coup ce que je connais le mieux, on a un pôle universitaire d'innovation qui nous permet de mettre en commun les chercheurs depuis la paillasse et les cliniciens et de favoriser cet échange pour amener de l'innovation directement dans l'établissement. Et il me semble que il faut pas trop dichotomiser. L'innovation, c'est du soin et c'est de la recherche. Et ça n'est pas que de la recherche, en fait. Donc, ça peut être quelque chose qu'on implémente directement. Quand on commence à travailler sur les projets innovants, il faut, dès le démarrage, se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre dans la routine clinique. Donc, il y aura bien sûr des questions de coût, des questions de facilité d'utilisation et d'exportabilité dans les autres établissements et dans les autres centres de soins.
une des méthodes qui est quand même la plus adaptée, il me semble, c'est de commencer à travailler en méthode bac à sable, c'est-à-dire qu'on déploie l'innovation dans un petit échantillon, un petit environnement, on teste que ça fonctionne, et comme ça, après, on peut l'exporter largement. Par exemple, dans l'interrégion, dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on réfléchit à ça, à prendre des innovations d'un établissement et l'emmener directement, puisqu'elle est aboutie dans les 3 autres directement. Il y a une réflexion au niveau des directions de l'innovation pour accompagner ça par les directions établissements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mener un projet innovant et de recherche, c'est long, technique, administratif à souhait, et du coup rébarbatif pour tous. Donc notre mission côté direction de la recherche, c'est d'essayer de faire que ce soit le moins pire possible, mais on peut pas se dispenser de toutes les démarches réglementaires, administratives, tout ça, donc on doit se mettre en ordre de marche. On doit former les professionnels médicaux et paramédicaux à la patience de tout ça. Et au fait qu'on va y arriver, mais que c'est un peu du temps long quand même, malheureusement. Il faut néanmoins garder en tête qu'on mène au niveau national des discussions pour améliorer ça aussi. Et on est réunis, les 32 CHU, ensemble pour aller voir notre gouvernement et dire c'est trop compliqué, s'il vous plaît, faites moins, ou soyez plus rapide, ou répondez-nous plus vite. Voilà, on est sur le sujet réglementaire, mais on est aussi sur le sujet des MTI pour le coup, où il y a vraiment une volonté forte d'accompagner sur ce côté-là. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir parce que je trouve qu'on peut faire plein de choses dès lors qu'on admet que ce ne sera pas tout à fait quand même demain matin, mais peut-être après-demain. Mais on avance vraiment bien et peut-être qu'avec les outils d'intelligence artificielle à venir, on pourra gagner beaucoup de temps sur tout ça. Merci beaucoup. Et du coup, la dernière intervention, Pierre Cochat, au point de vue un peu de l'évaluateur par rapport à tout ça. Merci Ségolène de m'avoir proposé de venir à cette réunion. Donc, je suis président de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une commission qui évalue les médicaments, les nouveaux médicaments ou les nouvelles indications d'anciens médicaments. Mais avant de vous parler de ça et avant de vous parler d'innovation, je vous situe un petit peu la Haute Autorité de Santé, qui n'est ni une agence ni une administration. Quand on nous traite d'agence ou d'administration, on est extrêmement vexé parce qu'on est une autorité scientifique indépendante. Ça n'a pas vraiment à voir. On est des scientifiques, c'est que des scientifiques qui travaillent là. Et notre mission, c'est avant tout, notre seul credo, c'est le patient. On est indépendant parce que justement, on veut pouvoir fournir au patient tout ce qui est objectif et qui peut lui permettre de prendre des décisions. Alors évidemment, en aval des décisions ministérielles, mais notre seul credo, c'est le patient et il ne faut pas le perdre de vue. Alors c'est pour ça que la position qu'on a vis-à-vis de l'innovation vient en complément de tout ce qui a été dit. On n'a parlé que de ça, mais c'est un sujet qui nous est cher et donc on doit en avoir une définition assez précise. Et comme vous l'avez vu, chacun a donné des définitions de l'innovation que je partage tout à fait. Mais il y a l'innovation vision patient, c'est la réponse à un espoir. Vision soignant, c'est aussi la réponse à un espoir avec souvent des biais cognitifs, il faut l'avouer. Des biais parfois financiers, il faut l'avouer aussi. Ensuite, il y a l'innovation côté industriel, mais c'est un énorme investissement, donc c'est un retour sur investissement qu'il faudra justifier. L'innovation de la part des politiques, des médias, c'est un effet d'annonce. Et nous, on se situe en bas de l'échelle, si vous voulez. Pour nous, l'innovation, c'est uniquement ce qui apporte quelque chose dans le parcours de soins du patient. Un changement substantiel dans le parcours de soins du patient. Ce qui veut dire d'emblée, je prends un exemple, il y a des thérapies ciblées extrêmement complexes, extrêmement onéreuses, qui feront moins bien que des thérapies non ciblées, et qui donc, pour nous, ne seront pas innovantes. Même si la technologie a été innovante, même si l'industrialisation l'a été aussi, pour nous, ça n'est pas considéré comme innovant. Je dis ça, c'est important parce que je vous parlerai après de la notion d'accès précoce à laquelle Samira a fait allusion. C'est important parce que ça fait vraiment partie de la définition. Alors, comment on évalue les médicaments? On les évalue dans 2 cadres. Le premier, c'est l'immense majorité des cas. On appelle ça sur le plan réglementaire ou législatif, plutôt dans le cadre du droit commun. Et dans le cadre du droit commun, on n'évalue que des médicaments qui ont eu l'AMM. L'AMM, elle est donnée par l'EMA, au niveau européen, ou par l'ANSM. Et qu'est-ce que c'est que l'AMM? C'est 2 choses. C'est une garantie de qualité
c'est tout ce qui concerne la qualité des médicaments, la sécurité du médicament, on va dire au sens plus large. Et le deuxième critère, c'est le rapport bénéfice-risque absolu. C'est-à-dire, est-ce que dans l'absolu, le rapport du bénéfice par rapport au risque est favorable ou pas? C'est des fois très, très discutable et discuté. C'est des votes, et je vais vous donner un exemple qui est chaud sur le plan de l'actualité. Les médicaments qu'il y a eu pour la maladie d'Alzheimer, je parle même pas de notre position, qui a été négative, mais au niveau de l'AMM, les votes à l'échelle européenne se sont faits à une voix près. Donc, pour vous dire qu'il y a des situations où c'est, dans la majorité des cas, c'est en général des votes qui sont unanimes. Il y a des cas où les votes se font à une voix près. Donc, on intervient après l'AMM pour le droit commun. Et le droit commun, qu'est-ce qu'on détermine dans le droit commun? Donc, la plupart des médicaments, on détermine deux choses. Je suis désolé, c'est un langage qui est un petit peu compliqué, mais il n'y en a pas d'autre. Je vais vous le verbaliser autrement. On détermine le SMR. Le SMR, ça veut dire le service médical rendu. Mais je vais vous le dire autrement. Le service médical rendu, c'est le bénéfice clinique démontré. Les trois mots ont un sens. Bénéfice clinique démontré. Quand on dit clinique, ça veut dire déjà que quand on prend comme objectif un marqueur biologique, on est déjà bien plus prudent. Le deuxième critère qu'on détermine, c'est l'ASMR, amélioration du service médical rendu. C'est-à-dire que c'est forcément comparatif par rapport à ce qui existe. Et cette amélioration du service médical rendu, on peut l'appeler autrement, c'est plus simple, plus logique en tout cas, c'est la valeur ajoutée démontrée. Là aussi, valeur ajoutée démontrée. Donc ces deux critères-là vont permettre pour le SMR de déterminer le taux de remboursement des médicaments, 65%, 30%, 15%. Et pour l'ASMR, ça va être le critère qui va servir à négocier le prix entre le ministère et l'industriel. Et nous, dans tout ça, on ne fait que donner un avis. C'est-à-dire que le SMR, c'est un avis, l'ASMR, c'est un avis. Ensuite, la CNAM d'un côté pour le taux de remboursement et le ministère de l'autre côté pour la négociation du prix font leur boulot sur les bases de ce qu'on a fourni. Ça, c'est le droit commun. À côté de ça, il y a les accès précoces. Les accès précoces, c'est effectivement important d'en parler parce que ça s'applique complètement à ce dont on parle aujourd'hui. C'est la porte ouverte à l'innovation et ça a été créé pour accélérer l'innovation pour les patients. Et l'accès précoce, il existe depuis juillet 2021, donc ça commence à faire un petit moment, on arrive à la 5e année, pardon. Et l'accès précoce, c'est un grand succès. D'abord, on a été le premier pays d'Europe à mettre ça en place. On arrive à rendre accessibles les médicaments aux patients avec 7 à 9 mois d'avance par rapport à tous les autres systèmes, y compris à l'échelle européenne. Au moment où je vous parle, il y a à peu près 150 000 patients qui étaient en impasse thérapeutique qui ont pu bénéficier de ce système. Et les maladies rares sont très impliquées puisque les maladies rares représentent pratiquement dans le tiers de ces accès précoces. L'essentiel des 2 tiers, c'est de l'oncologie. Globalement, d'ailleurs, les maladies rares dans le droit commun représentent à peu près 39% exactement, mais 40%, on va dire, de l'ensemble des dossiers qu'on voit. Donc, vous voyez que les maladies rares sont extrêmement présentes. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses. Malgré tout, la situation est catastrophique, j'en conviens, puisqu'on considère que moins de 5% des maladies rares actuellement bénéficient d'une thérapeutique adaptée. Alors, comment favoriser l'innovation dans tout ça? Quand on parle évaluation, on ne veut pas que les maladies rares soient moins bien traitées que les autres. Donc le niveau d'exigence pour les maladies rares est le même que pour les autres maladies, sauf que certaines méthodologies, on y a fait allusion tout à l'heure à travers les essais cliniques ou autres, la méthodologie peut être modifiée, peut être adaptée. Le gold standard, c'est l'essai clinique randomisé. C'est pas toujours possible. Et il a été dit que les petits effectifs pouvaient être des freins. Je suis pas forcément d'accord. Il y a des méthodes pour utiliser des petits effectifs et faire quand même des comparaisons de grande qualité avec des méthodologies adaptées. Mais il y a des situations où, globalement, on n'aime jamais bien se comparer au placebo parce que comparer un médicament avec un placebo, ça veut dire que on n'a pas trouvé le médicament qui était la référence dans la maladie en question. Alors, en
en oncologie, en endocrinologie, ça n'existe pratiquement plus. Par contre, dans les maladies rares, ça existe. Donc c'est un domaine où on a souvent pas de traitement versus une innovation. Donc si on veut juger l'innovation, si on n'a pas de traitement, on va le comparer soit à un placebo, soit à ce qui est utilisé comme un traitement conservateur, on va dire. Donc c'est une façon de s'en sortir. On peut utiliser aussi, et on a fait allusion au registre, on peut utiliser ce qu'on appelle des bras synthétiques. Alors, il y a ce qu'on appelle les bras artificiels, qui sont les bras numériques, qui sont purement informatiques. Et puis les bras synthétiques, c'est des bras qui sont simplement construits avec autre chose. Et les registres, Bamara est un super exemple, parce que Bamara est un excellent registre pour les maladies rares, peuvent permettre de construire des comparaisons comme ça. Les maladies rares, c'est aussi, et je vais faire une exception par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi un domaine où on peut utiliser des marqueurs non cliniques. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, notamment beaucoup d'erreurs innées du métabolisme dans les maladies rares. C'est très rare, mais c'est quand même un groupe très particulier, où une anomalie biologique est la source de la maladie. C'est un petit peu différent des situations où le biomarqueur dont on parle n'est pas la source de la maladie, mais une conséquence de la maladie. Ça n'a rien à voir. Et là encore, pour pas changer d'exemple 36 fois, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des marqueurs qui ont été utilisés qui sont des conséquences de l'action de la maladie. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors que les médicaments, les marqueurs biologiques qui sont à l'origine de la maladie, comme dans les erreurs innées du métabolisme, là, on peut parfaitement les utiliser comme le marqueur principal des études qui sont faites. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de situations, et je pourrais répondre à vos questions après, où on peut utiliser à loisir des méthodologies dites inhabituelles. Et globalement, j'ai envie de dire que tout est possible. Encore une fois, en aucun cas la HAS ne veut se positionner comme freinateur, mais simplement la HAS va être un garant pour les patients, un garant à 100%, au même titre qu'en oncologie, qu'en cardiologie, dans n'importe quoi. Merci beaucoup. Voilà, vous avez eu tous les points de vue là. Donc, on a déjà une question. On va avancer. Oui, moi je voudrais revenir sur les nouveaux médicaments et les essais cliniques. J'ai la chance de faire partie du protocole cannabis thérapeutique pour améliorer les douleurs. Et sur l'étude qui a été menée, dès la première année, il y a eu 95% de retours bénéfiques. Alors, pourquoi est-ce que l'Académie de médecine a autant fait traîner le dossier pour que, apparemment, il soit finalement adopté à la fin de l'année? Alors, je resitue un peu votre propos, parce que l'Académie de médecine n'est pas intervenue dans ce domaine. Elle a émis un avis tout à fait à son initiative, mais il n'y a pas de démarche officielle de l'Académie de médecine. Il y a eu une saisine du ministère de la Santé qui a été adressée à nous, à la Haute Autorité de Santé, pour qu'on évalue le cannabis thérapeutique dans 4 indications précises. Ce travail est un travail énorme, il est actuellement en cours et on devrait rendre notre copie effectivement dans le 2e semestre de l'année. La grande difficulté, je peux donc pas vous donner de résultats, je les ai pas. Mais par contre, la grande difficulté qu'on rencontre déjà, c'est que même si vous me dites que c'est efficace dans 95% des cas, c'est pas franchement ce qui ressort de la littérature, parce que la littérature scientifique sur le cannabis thérapeutique est d'une part extrêmement pauvre et d'autre part d'une qualité déplorable. Donc notre challenge actuellement, c'est de trouver des études qui tiennent la route et qui permettent même pas de donner une bonne ou une mauvaise réponse, mais de donner au moins une réponse. Une question nous a été posée, il faut qu'on donne une réponse. Et c'est une situation, c'est un domaine beaucoup trop important pour qu'on se contente de l'avis d'experts. Il y a des situations où un avis d'expert a beaucoup de valeur, mais on ne peut pas s'en tenir à ça compte tenu de l'enjeu sociétal, de l'enjeu économique, de l'enjeu, enfin bref, il y a tout un tas d'enjeux que vous connaissez derrière le cannabis. Et c'est un sujet qui est passionnant. Hein. Je ne vous cache pas que moi, ce sujet me passionne, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire
qu'on n'est pas très 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 bien barré pour faire cette analyse, parce que moi clairement on a fait des analyses intermédiaires des travaux qui sont faits, et les premières analyses intermédiaires, c'est un peu la catastrophe vis-à-vis de la qualité des études dont on dispose. Et je parle à l'échelle internationale, hein, c'est pas français, c'est international. Oui, J'espère que vous avez récupéré votre voix. À peine. Je voulais reprendre 2 points sur la méthodologie liée aux maladies rares. Parfois, la problématique, elle n'est pas qu'au niveau de l'HAS, et elle est entre pairs. Je pense entre autres quand on soumet des projets, VHRC ou autres, on vient avec un projet maladie rare et qu'on nous répond que la méthodologie, elle n'est pas bonne, que oui, on va évaluer 20 patients et qu'on ne peut pas en évaluer 1000. Donc, je dirais que c'est cette culture méthodologique qui manque en France, et qu'il y a de rares méthodos spécialisés dans les maladies rares. Parce qu'il faut vraiment qu'on diffuse cette culture à tous les niveaux. Puis je voulais parler aussi de l'accès. Alors on a parlé de l'accès précoce, on n'a pas parlé de l'accès compassionnel. Et moi, je suis toujours un peu choquée, parce que j'avais en tête, je suis content que vous soyez là, l'accès compassionnel, c'était finalement les labos qui pouvaient donner gratuitement les médicaments. Et je ne comprends pas pourquoi des fois on nous le refuse, l'accès compassionnel, alors que le labo est d'accord pour le donner. Donc j'ai du mal à comprendre la réglementation. Merci Laurence. Pour la petite histoire, il y a 48 heures, Laurence devait intervenir à la HAS et elle est restée derrière son micro, mais sans pouvoir parler. Donc je vois que vous avez fait de gros progrès. Bon, bref. Alors il y a 2 sujets dont j'ai pas parlé. Merci de me tendre la perche, mais j'en ai pas parlé parce que j'en ai pas le droit, quelque part, parce que ça ne relève pas de la HAS. L'accès compassionnel relève totalement de la NSM. Et donc c'est compliqué. Alors j'ai quand même envie de vous dire que ce que je sais, moi, de l'accès compassionnel, c'est qu'ils font tout pour faciliter. Ils sont extrêmement facilitants. Donc, il peut y avoir des situations de blocage, mais ce que vous dites est intéressant parce que j'ai plutôt souvent l'inverse comme retour, c'est-à-dire, alors par contre, il y a des cadres réglementaires dans lesquels l'accès compassionnel n'est pas possible. Notamment, les cas où la HAS a examiné un dossier d'accès précoce, qu'il a été refusé. Dans ce cas-là, on ne peut pas se rabattre sur un accès compassionnel. Parce que s'il a été refusé, ça veut dire que les critères de base ne sont pas entendables. Donc, la NSM ne peut pas dire, bah si, on va vous le donner quand même. C'est un côté illogique. Et l'autre point dont je n'ai pas parlé, et vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y réponds quand même, c'est l'accès direct. C'est une expérimentation qui a été mise en place par le ministère directement, qui concerne à ce jour 5 médicaments. Ça veut dire que ça n'a pas eu beaucoup de succès. C'est un système qui est un petit peu hybride, qui ne dépend pas de nous non plus, qui est relativement ouvert, mais qui répond à des critères précis, c'est que ça doit venir après l'évaluation dans le droit commun que nous aurons faite, et ça ne peut être attribué que s'il y a un SMR important et une ASMR meilleure que 5. Et du coup, dans ces cas-là, les industriels ne sont pas très intéressés par la suite de la démarche. Donc voilà. Donc la réponse propre à votre question, elle est peut-être réglementaire et pas autre chose. Oui, peut-être une réponse sur l'aspect un peu plus méthodologique. Je voulais rebondir sur l'aspect méthodologique des essais cliniques dans les maladies rares. Alors effectivement, vous avez raison, il existe des méthodologies qui sont formées justement à ces méthodologies. Et d'ailleurs, il existe un diplôme, un DIU, sur la conception et la conduite d'essais maladies rares, donc qui est porté par FAI2R et une autre filière, il me semble. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Et c'est vrai qu'on fait un peu de la... on essaie de diffuser l'information parce que c'est vraiment c'est très spécifique et du coup, ça permet de sensibiliser les équipes impliquées dans la recherche clinique qui accompagnent les méthodologistes, les biostatisticiens. Et on peut quand même y arriver. Alors, je sais qu'en fonction de l'évaluateur au PHRC, nous, par exemple, le PHRC CARES, c'est N égale 6. Donc, on a argumenté, on a expliqué pourquoi c'était pas possible d'avoir un autre bras.
Et du coup, c'est des méthodologies qui existent, mais effectivement, peut-être que les informations, les designs ne sont pas encore complètement démocratisés auprès de tous les méthodologistes. Et peut-être qu'on peut effectivement dire. Je veux bien rebondir sur ce que tu as dit. Nous, on accepte même totalement les situations d'études monobras dans des maladies rares dont on connaît le pronostic inéluctablement défavorable, pour lesquels un médicament, même, je dis bien en monobras, même pas versus placebo, démontre une amélioration de la maladie. Il n'y en a pas beaucoup des cas comme ça, mais il y en a eu et on les prend, c'est évident. Et tu as parlé du Zolgensma dans l'amyotrophie spinale infantile, c'est un excellent modèle parce qu'il a mal commencé ce modèle. Il a mal commencé pour la bonne raison que les premières utilisations du Zolgensma qui avaient été faites, elles étaient versus placebo, ça c'est logique, il n'y avait pas de traitement, mais par contre, elles avaient été administrées trop tard dans la vie de l'enfant. Du coup, les échelles de progrès qui avaient été utilisées montraient des améliorations, on va dire un peu symboliques, un petit peu décevantes. Mais d'emblée, on avait pu constater que ceux qui avaient les meilleurs résultats, en toute logique, étaient ceux qui étaient traités le plus tôt, d'où l'arrivée dont il faut parler maintenant, du dépistage néonatal de cette maladie. C'est vraiment... alors, c'est pas la peine de mettre en place un dépistage pour une maladie qu'on ne traite pas, mais dans une situation comme ça, où on a pu démontrer clairement que la précocité du traitement conditionne complètement le résultat et peut donner, comme vous l'avez dit, des résultats miraculeux, là, franchement, il faut y aller, c'est sûr. Klaus Dieterich, peut-être, voulait ajouter quelque chose, c'est oui, oui, alors, oui, les Zolgensma, oui, la méthode spinale, donc nous, on en traite aussi. Je voulais pas trop rebondir sur ça parce que c'est vrai que ça, je suis d'accord, ça a mal commencé et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux quand plus on commençait tôt et donc du coup, on était allé jusqu'au présymptomatique. Je veux juste rebondir sur la partie méthodo, parce que c'est moi qui l'avais relevé, donc j'ai vu qu'il y a eu des réponses. Et c'est vrai que bon, on est même au CHU de Grenoble et même dans les autres CHU, je pense qu'on a des méthodologistes qui sont déjà un peu sensibilisés, qui ont des idées parfois qui moi me dépassent parce que c'est pas du tout mon domaine. Si jamais la situation se présente, est-ce que la HS, puisque vous dites finalement il y a beaucoup de méthodologies qui sont acceptées, est-ce que vous avez une cellule, comment on vous contacte? Alors non, on n'aide pas les gens parce que sinon on devient partie prenante. Donc on ne le fait pas. Et je peux même vous dire, en tant que grenoblois que vous êtes, que nous avons dans la commission de la transparence un méthodologiste hors pair, mais il ne vous aidera pas. Vos projets, mais pas dans le titre conseil vis-à-vis de la HS. On peut décemment, on peut pas. Mais vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait faire. Et moi, j'aimerais développer ça. Et là, vous posez un problème qui me fait du bien et du mal. C'est-à-dire que on appelle ça des rencontres précoces. Alors, il y a un cadre très particulier où ça peut se faire. Au tout début de la mise en place des essais cliniques, on a un cadre pour rencontrer les industriels et les aider à monter certains aspects méthodologiques de leur projet, et notamment dans les maladies rares. Donc, vous êtes complètement dans le scope. Sauf que, ma réponse ne va pas vous étonner, on a, comme partout, des problèmes absolument énormes de personnel et de ressources humaines, et on le fait très peu. On l'a fait en 2025 4 fois, ce qui est ridicule par rapport aux besoins, alors qu'il faudrait le faire beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a un système, là je vais me défouler un petit peu, on a un système réglementaire français qui est extrêmement rigide, qui interdit ce qui se passe couramment en Allemagne. En Allemagne, les industriels payent l'équivalent de, ça s'appelle Liquig, qui est la HAS allemande, payent Liquig pour les aider à construire ça. Chez nous, on peut pas faire ça. Bien sûr qu'on y a pensé, on n'est pas, mais actuellement, réglementairement, ça n'est pas possible. Alors notre directeur général transpire sur le dossier, et moi j'aimerais bien qu'on y arrive, mais pour l'instant, c'est un blocage qui est juridique et administratif. Alors moi j'ai une question qui est complètement différente, c'est plus par rapport à Framara. Je voulais savoir comment ça allait s'articuler entre Framara et Bamara. Comment le patient arrive à Framara? Est-ce que c'est les centres qui vont les rediriger pour être sûr de valider le diagnostic? Et puis j'en viens aussi aux ERN pour lesquels j'ai un petit
problématique réglementaire parce qu'on nous demande de faire signer des consentements aux patients, alors que il me semble que dans la réglementation française, et que c'est censé être celle qui prime, dans le cadre de registre, on parle plus de non-opposition, d'information et de non-opposition, puisque c'est dans le cadre de missions d'intérêt public. Et du coup, pour nos patients maladies rares, la signature de consentement avec la réflexion de 7 jours, etc., c'est parfois un peu compliqué sur le plan organisationnel. Ok, alors pour le premier point, alors il y a deux sujets. Donc déjà, pour faire le lien entre Framara et Bamara, ça sera à travers l'INS, donc l'identifiant national de santé. Donc c'est les 5 traits d'identité plus le NIR. C'est une information qui existe aujourd'hui dans Bamara, qui n'est pas encore, qui n'a pas encore un taux de remplissage extrêmement élevé, mais il va y avoir des projets qui vont être mis en place pour améliorer justement la qualité de cet item. Et à côté, donc nous, au sein de l'application France Maladies Rares, les utilisateurs pourront en fait faire valider leur identité comme, enfin, vous pouvez le faire sur d'autres applications. Hein. Et nous, ça nous permettra en fait de faire un matching donc entre les personnes qui sont sur Bamara et sur Framara. Donc en fait, un utilisateur sur l'application France Maladies Rares pourra en fait voir ces données qui existent d'ailleurs dans Bamara. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est effectivement, c'est pour tout ce qui est l'adoption de l'application. On va travailler sur plusieurs canaux en fait pour faire connaître cette application. Donc c'est ça, il y a 3 millions de personnes touchées par une maladie rare en France. Enfin, pour nous, c'est notre objectif, c'est qu'il y ait 3 millions de téléchargements. Ça me semble quand même un peu élevé, mais on va en tout cas, notre but, c'est d'essayer d'atteindre le maximum de personnes. Et l'un de ces moyens pour faire ça, ça sera justement de passer par les centres de compétences et de référence, et en fait de communiquer pour que les médecins, les chercheurs et toutes les personnes qui travaillent dans ces centres connaissent l'application. Et en fait, je n'ai pas vraiment le droit d'utiliser ce terme parce qu'on n'est pas un dispositif médical, mais on voudrait que ce soit les médecins et les personnes qui travaillent dans ces centres qui prescrivent cette application pour qu'en fait justement les personnes concernées qui sont suivies dans ces centres connaissent et aient confiance là-dedans. Donc ça, c'est un moyen. Après, d'autres moyens. On travaille beaucoup justement sur la co-conception parce qu'on croit qu'aujourd'hui, c'est les personnes qui travaillent avec nous, qui communiqueront sur leur réseau et qui parleront en fait de cette application pour qu'elle soit adoptée. Puis, troisième point, on aura une campagne nationale de communication pour faire connaître cette application. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, pour les ERN, alors, la non-opposition à la réutilisation des données, c'est pas le cadre pour les ERN. Par contre, c'est le cadre de l'entrepôt de données de santé de la BNDMR. Donc, les données sont connectées dans Bamara. Et après, si les patients ne s'opposent pas, ces données sont pseudonymisées et envoyées dans l'entrepôt de données de santé. Et effectivement, ça s'appuie sur la non-opposition. Et d'ailleurs, dans l'application, les utilisateurs pourront facilement décider de s'opposer ou de ne pas s'opposer d'ailleurs à la réutilisation de leurs données. Par contre, pour les ERN, effectivement, en fait, il y a une étape supplémentaire. C'est pas juste de la non-opposition, mais les patients pourront sur l'application valider le fait qu'ils acceptent que leurs données soient réutilisées dans les ERN. C'est pas de la e-signature, mais c'est-à-dire qu'on est dans un autre cadre encore, qui on va dire intermédiaire entre la non-opposition et la e-signature. Mais en fait, voilà, une personne qui sera connectée avec France Maladies Rares, qui aura validé son identité, pourra dans l'application valider que ces données soient utilisées dans les différents ERN. Moi, Cathy, vas-y. Je rebondis tout de suite du coup parce que c'est intéressant ce que vous dites. Mais ça m'inquiète un petit peu parce que, alors d'une part, nous, normalement en consultation, on est déjà censé faire signer justement le consentement. Là, il y a une note qui vient de passer pour que les données passent également au niveau ERN. Donc, c'est pas que à l'initiative du patient. Et ce que vous avez soulevé, que la base de données Bamara, elle dépend surtout du remplissage en bas de l'échelle de tous ceux qui sont dans les services et qui codent les consultations, qui codent les codes ORFA, etc., qui sont, on le sait tous, imperfectibles parce que même nous en génétique, par manque de temps, etc., on met pas toujours, ne serait-ce que le gène impliqué dans la maladie. Donc là, effectivement, il y a des financements dédiés pour aider, réduire les risques diagnostiques et pour le remplissage de Bamara, je ne sais plus quel MIG-C, je ne sais plus combien.
mais et c'est vrai que je pense que c'est assez hétérogène. Donc, alors, l'idée, évidemment, vous avez compris, ça me plaît, mais je trouve que ouais, il y a quand même beaucoup d'intermédiaires qui sont encore à franchir. Je ne sais pas quelle était votre réflexion sur la sélection des patients, parce que et même ne serait-ce que sur les codes ORFA, si on prend la dystrophie musculaire du Duchenne, il y a au moins 5 ou 6 items différents. Ouais, donc même nous, quand on récolte nos données, on a du mal à identifier tous nos patients. Donc ça pose quand même un peu des problèmes. Alors justement, déjà, il y a le sujet de quelles seront les données qui seront accessibles, enfin les données Bambara qui seront accessibles aux patients. Donc ça, alors encore une fois, il y a un groupe de travail avec lequel on travaille justement. De base, les données qui ne seront disponibles, ça sera que les données qui sont aujourd'hui des champs catégories dans Bambara. Et donc tout ce qui est champ libre, ça sera pas disponible. Toutes les données génomiques ne seront pas, génétiques seront pas disponibles. Par contre, en fait, Bambara réglementairement, c'est un DPI, un dossier patient informatisé. Et en fait, il y a, enfin, les patients qui sont concernés par ces données, en fait, ont un droit, d'accéder à ces données. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on doit mettre ça en place dans Bambara. La parole, c'est juste un tout petit témoignage d'une simple praticienne au quotidien qui soigne ses patients pédiatriques en mucoviscidose, qui donc a bénéficié comme ça de l'arrivée d'un médicament innovant depuis 2023. Et j'avoue que j'ai eu énormément de cheveux blancs supplémentaires parce que certains enfants c'était en compassionnel puis sont arrivés en précoce puis maintenant ils sont AMM et du coup, mais d'autres, on a découvert que d'autres variants fonctionnaient alors que les Américains ne l'avaient pas trouvé. Donc nous, on en a encore d'autres qui sont en compassionnel qui maintenant deviennent précoces mais qui peut-être vont revenir en compassionnel parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne. Et avec tout ça, comble du comble, c'est que c'est pas les mêmes ordonnances, c'est pas la même dispensation et c'est pas les mêmes dispositifs. C'est-à-dire que je dois absolument les faire apprendre à avaler des comprimés parce qu'à partir de 6 ans, il n'y a plus que les comprimés. Donc c'est assez complexe, j'avoue. Donc on est ravis que tout le système et le dispositif a bien fonctionné. Après, sur le terrain, parfois, on aurait besoin d'un petit peu d'épayage pour arriver à s'en sortir. J'avoue, des fois, j'ai fait des ordonnances un peu merdiques. Alors déjà, il n'y a pas de petits praticiens. Je ne connais pas cette espèce-là. Et ensuite, vous avez raison, hein, c'est vrai que c'est compliqué, mais je vais renvoyer la balle à l'industriel. C'est en fait le plan du développement industriel qui n'est pas simple. Donc je lui renvoie la balle, mais je ne l'accuse pas. C'est-à-dire que toutes les étapes, au début, quand il est convaincu de l'efficacité d'un traitement, mais que ça concerne une très petite population et que c'est juste la phase qui suit l'essai clinique, c'est logique qu'il commence par du compassionnel. Donc souvent il y a une phase de compassionnel, même si normalement c'est pas destiné à ça. En principe, les accès compassionnels ne sont pas destinés à des médicaments qui doivent ensuite être commercialisés. C'est destiné à des situations très particulières, comme son nom l'indique. Mais je sais que ça a commencé comme ça. Et ensuite, ils se sont aperçus que ça marchait bien, très très bien, au début que la mutation de TF508, puis après ils se sont élargis, et on arrive maintenant à un succès planétaire avec ce traitement. Et la situation a régularisé dans le droit commun, mais ça a mis beaucoup de temps, parce que vous dites qu'il y a eu telle ou telle mutation, mais il y a eu aussi même telle ou telle tranche d'âge, parce que c'est arrivé par tranches d'âge différentes, et ça, malheureusement, nous on prend, dès qu'on a, on prend. Donc il faut simplement qu'on ait, et l'industriel s'organise un petit peu différemment. Je ne leur jette pas complètement la balle, la pierre, parce que c'était quand même pas simple, hein, la montée en puissance de Kaftrio. Mais je suis content que vous me parliez de Kaftrio, parce que il a eu une ASMR 1, c'est-à-dire le maximum que puisse avoir un médicament. Et ça va faire 6 ans que je suis à l'HAS, je n'avais pas eu d'ASMR 1. Donc j'étais triste quelque part. Et le précédent, le dernier qu'il y avait eu avant Kaftrio, c'était un vaccin. C'était le vaccin contre la fièvre Ebola. Parce que c'est un vaccin extraordinaire, avec peu d'effets secondaires, une efficacité redoutable, etc. Le médicament rêvé. Et ça, c'était avec mon prédécesseur. Moi, j'avais rien eu et je me disais, je vais terminer mon mandat, j'aurais pas eu d'ASMR1. Et clac, Kaftrio est arrivé. Et ce qui est formidable, c'est que c'est la première fois que c'est un médicament, parce que jusqu'à maintenant, tous les ASMR1, c'était des vaccins avec cette notion populationnelle. Donc, c'est la première fois que c'est un médicament et c'est la première fois que on passe à une ASMR1 sur des données de vie réelle. On n'a pas parlé jusque-là de données de vie réelle. Et les données de vie réelle qui sont très à la mode sont souvent de qualité très médiocre.
En l'occurrence, là, elles ont été de qualité exceptionnelle et portées par un registre tout aussi exceptionnel qui est le registre de la mucoviscidose. Eh ben, vous avez bien raison, vous avez contribué à cet ASMR. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laura Tourvieille, je suis pharmacienne pour les filières santé maladies rares Mémo et FAVA Multi. Et je m'occupe aussi du groupe interfilière des observatoires des traitements. Je voulais revenir sur nos discussions autour de la méthodologie. Et en particulier, je voulais faire une remarque sur la nécessité d'harmoniser les positions des autorités évaluatrices. Et pour illustrer ça, j'ai deux exemples. Vous nous avez expliqué que la HAS, elle intégrait maintenant de nouvelles méthodologies et c'est une très bonne nouvelle. Mais par exemple, on a l'exemple d'un médicament qui est porté par un laboratoire qui veut le repositionner dans notre maladie rare et qui à la base était indiqué dans l'oncologie, qui est parti à l'EMA avec des données entièrement académiques, un petit peu d'essais cliniques, mais beaucoup de données de vie réelle. Donc c'est vrai que ça fait, on se pose la question de la qualité de ces données-là, mais il y en avait en tout cas beaucoup. Plus de 10 ans de recul, plus de 150 patients. Pour une maladie rare, ça paraît beaucoup. Et en fait, l'EMA ne souhaite pas poursuivre parce que ce ne sont pas des données qu'ils ont l'habitude de voir, parce que c'est des données de vie réelle principalement. Donc, ils ont été récusés et on ne va pas aller plus loin. Malheureusement, on n'aura pas d'extension d'AMM tout de suite, je pense. Donc, c'est dommage parce que la HAS, qui est peut-être visionnaire sur les nouvelles méthodologies qui peuvent arriver, en fait, elle arrive après. Là, on est en amont sur l'EMA et donc on n'a pas pu bénéficier de l'approbation, de l'acceptation de ces nouvelles méthodologies-là. C'est dommage. Un deuxième exemple qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez quand un accès précoce est refusé, il ne va pas pouvoir bénéficier derrière d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre parce que une autorité évaluatrice a dit non, donc on ne va pas aller plus loin. Du coup, dans l'accès direct, c'est ce qui s'est passé pour un médicament qui avait été récusé à l'accès précoce et qui, du coup, le laboratoire s'est retourné vers le ministère pour faire un accès direct, qui a été autorisé. Donc, du coup, nous, les cliniciens, on a été un peu mis en porte-à-faux parce qu'on n'était pas particulièrement pour l'accès précoce non plus. Et on était content que ça ne soit pas passé. Mais en fait, on s'est retrouvé un peu embêtés parce que les laboratoires derrière nous a dit, regardez, on a pris un chemin détourné et on y arrivait quand même. Donc voilà, c'était juste pour information. Non, c'est intéressant, parce que les remontées de terrain sont toujours intéressantes. Alors, je vais commenter vos deux propositions. La première, c'est vrai que je comprends pas, mais bon, je vais pas les donner, je peux pas vous en dire plus. Mais l'EMA est quand même assez ouverte aux données de vie réelle. Peut-être qu'elles n'étaient pas de qualité suffisante, je sais pas. Je peux pas vous dire. Pour le deuxième point, je suis surpris aussi parce que quand vous dites qu'il y a eu un refus d'accès direct, qu'il y a eu un accès direct accepté, là pour le coup, je suis franchement surpris parce que s'il y a eu auparavant un refus d'accès précoce, en principe c'est rédhibitoire et ils n'ont pas l'accès direct. Donc je sais pas. Je peux vous le citer, c'est l'Emgenix de CSL. Oui, ok, voilà, je vois. Je sais pas, oui, effectivement, je sais qu'on n'a pas donné l'accès précoce. Je ne sais pas comment l'accès direct a été fourni, parce que théoriquement, dans les critères de l'accès direct, il ne faut pas qu'il y ait eu de refus d'accès précoce. Et je vais vous dire un truc quand même, et il faut que tout le monde y fasse attention, et nous en premier, c'est que si on ne veut pas barrer la route à un accès compassionnel cette fois-ci, et non pas accès direct, je vous disais, il ne faut pas qu'il y ait eu un refus d'accès précoce avant. J'ai fait une réponse un peu globale. Il faut que je nuance. Dans l'accès précoce, on donne 4 critères pour l'accès précoce. Le premier, il faut que la maladie soit rare, grave ou invalidante. Le deuxième, c'est qu'il faut que le traitement ne puisse pas être différé. Le troisième, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de traitement approprié, déjà existant, c'est logique. Et le quatrième, c'est qu'il faut qu'il y ait des critères de présomption d'innovation. Et si 2 critères ou 3 sont votés négativement, ça bloque le recours à un accès compassionnel. Mais l'accès compassionnel reste possible dans un seul cas, c'est quand seulement le critère innovant a été rejeté. Et ça, c'est important. Et je vais même vous faire une confidence, ça sortira pas d'ici, on est bien d'accord. Il arrive que nous fassions exprès de garder les 3 autres critères favorables et ne voter que le critère innovant défavorable. Ça ne changera rien à l'accès précoce qui sera refusé, donc qu'il y ait 2 ou 3 critères, ça ne change rien, mais par contre, ça ne bloquera pas la porte
à l'accès compassionnel. Et ça, c'est la loi, c'est pas nous, là. Ça, c'est la loi, c'est le législateur qui a mis ça en place. Il y a beaucoup de choses qu'on subit au même titre que vous. Oui, je suis alors une représentante d'une association de patients. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir plein de données, mais on prend pour acquis qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à ces données et qui savent quoi en faire. Et donc, ma question, c'est en fait comment, en amont, mettre en relation des gens qui font de la recherche, qui peuvent être des industriels ou des académiques, avec finalement les besoins des patients, et pour pouvoir motiver de la recherche, sachant qu'aujourd'hui, nous, en tant que patients, on voit qu'il y a énormément de freins finalement économiques. On nous rétorque toujours, vous n'êtes pas assez nombreux, il y a des solutions technologiques, mais on ne va pas se lancer là-dedans. Alors, je peux répondre en partie à votre question et je pense que Ségolène pourra compléter. En fait, on essaye, dans la mesure du possible, d'impliquer les patients dans les essais cliniques médicaments, notamment, alors par exemple, nous, on a un PHRC où on a contacté les associations de patients de la maladie concernée pour leur expliquer l'objectif, la thérapeutique et en fait, ils nous ont aussi relu les notices d'information qui sont hyper importantes en fait. Ils nous ont fait un retour en fait là-dessus qui sont hyper importantes parce que ça explique aussi les objectifs de la recherche et les éléments que l'on va collecter. Et puis aussi, on peut travailler ensemble sur ce qu'on appelle des patient reported outcomes. Donc, c'est voir ensemble des choses qui ne sont pas forcément des éléments qui ne sont pas forcément des éléments cliniques ou biologiques, mais des éléments qui sont importants dans la qualité de vie et le vécu de la maladie qu'on peut aussi objectiver pour qu'ils puissent représenter, en tout cas, la qualité de vie et des éléments que le clinicien ne va pas forcément imaginer qu'il va empêcher, qui intervient, en tout cas dans les qui va gêner le patient ou qui va pas forcément être rapporté parce que les consultations des fois ça passe un peu vite, etc. Du coup, ces éléments-là peuvent être collectés, en tout cas dans les essais cliniques. Oui, merci. Et puis, tu as dit presque tout. Hein. L'implication patient dans la conception des projets de recherche, elle devient de plus en plus importante, certainement que vous le faites, et de moins en moins aussi, comment dire, on dit talk and stick en anglais, juste pour dire j'ai impliqué un patient dans la recherche. Ça, on veut plus de ça, mais on le développe énormément. Il y a des structures qui se développent. On le développe aussi avec les plus jeunes, qui ont entre 12 et 18 ans, pour qu'ils aussi, eux, donnent leur voix dans les essais cliniques en pédiatrie, c'est important. Et c'est des choses qui sont menées pour faire avancer les projets de recherche, pour les aider dans la faisabilité des projets de recherche aussi, parce qu'on ne tient jamais compte du point de vue des patients aussi dans ces essais cliniques qui sont souvent... Alors forcément, il y a des points de vue assez méthodologiques qui doivent rester ou réglementaires qui doivent rester, mais il y a aussi des choses qu'on peut introduire dans ces essais cliniques qui sont propres aux patients et qu'on a tout intérêt à introduire. Et je pense que ça va aussi plus loin parce que quand on a des patient reported outcomes, donc les données rapportées directement par les patients, construites avec les patients, certainement que ça a un rôle aussi et une valeur pour l'HAS derrière et la reconnaissance de tout ça. J'allais en parler, c'est un sujet que j'adore parce qu'il est extrêmement maltraité. Et quand je dis maltraité, c'est maltraité en un mot et en deux mots. Il est maltraité et il est mal traité. Pourquoi ? Parce que les PRO dont Ségolène et Samira ont parlé sont souvent fournis dans les études quand on les évalue, mais on a revu ça sur une période de 3 ans dans plusieurs commissions de la HAS. On a colligé comme ça plus de 600 dossiers avec des PRO. Et on n'a pu les utiliser que dans moins de 10% des cas. Pourquoi ? Parce que c'est mal fait. Parce que la méthodologie est mal faite. Parce que les critères de jugement qui sont considérés comme secondaires ne sont pas hiérarchisés. Enfin, je rentre dans les détails de méthode, mais bref, c'est beaucoup de travail qui, in fine, débouche sur rien. Donc, on a voulu prendre le taureau par les cornes
Et on a travaillé sur nos observations, sur les faits. Et à partir de là, on vient de soumettre le papier là, à un journal. On a tiré des conclusions extrêmement précises de recommandations pour l'utilisation de ces PRO dans les essais cliniques. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu de travail comme ça, donc on espère que le papier va être accepté et qu'on pourra ensuite le diffuser et l'inclure dans notre doctrine. Et je voulais dire un autre point aussi dont on n'a pas parlé jusque-là, et on ne peut pas terminer sans parler de l'Europe, parce que vous savez qu'à partir de 2028, il y aura une évaluation européenne des médicaments et des produits de santé, d'ailleurs en général, et la stratégie de construction des dossiers repose sur une méthode que certains connaissent qui s'appelle PICO. PICO, c'est un acronyme. P, ça veut dire patient. I, ça veut dire intervention. Intervention, c'est ce qu'on fait, c'est le traitement. Le C, c'est comparator, donc on compare avec le reste. Et le O, c'est outcomes, c'est-à-dire l'évolution, les objectifs, les critères de jugement. Et les patients, à l'échelle européenne, sont hyper impliqués dans la définition du O, justement, qui est extrêmement importante, parce que qui, plus que les patients, est concerné par le concept d'outcome, à part les patients. Donc, je pense que c'est une avancée pour aller dans votre sens, une avancée vraiment très significative. Merci. Alors, on va peut-être conclure parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais il y aura peut-être un petit temps pour éventuellement discuter avec les personnes concernées. Juste le mot de la fin, comme on a fait pour tout à l'heure, sur votre conseil pour mieux innover peut-être en recherche ou avancer dans tout ça ou continuer l'innovation actuelle. Eh bien, je pense que l'innovation ne se fait pas toute seule par un seul acteur, mais c'est multi-acteurs, en réseau, les soignants, les chercheurs et les patients. Voilà. Allez, enlever les mots de la bouche. Moi, je pense qu'on innove quand déjà on va impliquer effectivement les patients et on l'a peut-être pas nous assez suffisamment dit là, et c'est quelque chose qui est une préoccupation du quotidien. Et puis il faut mettre tout le monde autour de la table dès le début en fait, et pas trop cloisonner, parce qu'autrement, on rencontre plein d'écueils au fur et à mesure, et c'est se mettre ensemble qui fait un beau projet. Je rejoins les premiers, mais non, j'aurais envie de dire que j'ai beaucoup aimé la discussion avec justement un point de vue de l'HAS. Je pense que c'est plutôt cultivant la qualité, notamment la précision diagnostique, c'est absolument indispensable, et qui permettra d'avoir une exclusivité des bases de données, et puis surtout la qualité méthodologique, comme ça a été évoqué, parce que c'est vrai qu'on fait de la recherche clinique, ça prend déjà énormément de temps. Si le résultat est moyen, c'est dommage. Moi, ça va être une proposition de participer justement à la recherche. On va lancer l'appel à projet d'ici la fin du mois d'avril sur les premiers questionnaires de recherche qui seront intégrés à l'application France Maladies Rares. Donc, encore une fois, c'est association, filière, plateforme, cliniciens. Si vous êtes intéressé pour participer à ça, voilà, on va ouvrir le sujet et vous pourrez pousser justement les questionnaires et qui seront disponibles pour les personnes concernées. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut être prudent sur la notion d'innovation et ne retenir de l'innovation que ce qui apporte réellement du concret pour les patients. Merci beaucoup. Voilà, ça conclut la dernière table ronde de la journée.